Bonsoir, donc merci d'être venu au Café Débat, à la causerie commune organisée par Nos Causes Communes dans le Val d'Oise. Donc Nos Causes Communes, c'est une association qui souhaite pouvoir... Nos Causes Communes est une association qui souhaite faire émerger des consensus à gauche sur des dossiers concrets qui concernent le quotidien des Français, pour que ensuite la gauche ait des choses à débattre entre elles. Ce soir, nous avons choisi de débattre avec Julie Konieczny, Adèle Piazzi et Sébastien Lombard. Alors Julie Konieczny est une citoyenne engagée dans l'association J'aime ma gare. Adèle Piazzi est conseillère municipale de Montmorency et par ailleurs avocate. C'est peut-être un des sujets que tu aborderas, je ne sais pas, j'anticipe peut-être. Et Sébastien est pour parler des services publics locaux. Alors un mot, parce que cette réunion, ce café débat, on l'a imaginé avant que le mouvement des Gilets jaunes prenne de l'ampleur et fasse la une de l'actualité. On a beaucoup dit de choses sur ce mouvement. Je vais faire un petit détour par là, et vous allez voir, je vais retourner sur mes pattes. On a beaucoup dit de choses contradictoires sur ce mouvement, mais il nous a semblé que dans les débats et dans les attentes, les aspirations qui étaient portées sur les ronds-points, dans les manifestations, il y avait une attente importante de services publics, que la difficulté qui était remontée, c'était celle de l'éloignement des services publics, de la puissance publique, du pouvoir d'achat bien entendu, mais que les difficultés au quotidien, que ce soit de transport, d'accès à une qualité de vie, etc., recoupaient très souvent des conditions de service public. Donc je trouve que pour le coup, ce soir, on est au cœur de l'actualité. Donc voilà, j'en ai fini pour mon introduction. Je vais passer la parole à Julie, suivra Sébastien et conclura Adélaïde avant que nous puissions échanger collectivement, puisque l'objectif n'est pas d'avoir des cours magistraux, mais bien qu'on discute ensemble. Voilà. Merci Frédéric. Alors, je suis Julie Konieczny, j'habite dans le Val d'Oise depuis 3 ans, dans un petit village de Vexin. Avant ça, j'étais parisienne pendant 18 ans, et puis la vie de famille aidant, les questions de logement se sont posées, et on a décidé de déménager et de s'installer à la campagne, un petit quartier très sportif qui a besoin de courir, et puis pour des raisons tout à fait économiques aussi. Donc, il se trouve que le choix s'est porté sur un village du Val d'Oise. Mais le critère principal, au départ, c'est vraiment la petite histoire. C'est d'abord la petite histoire personnelle et qui va rejoindre la grande histoire du mouvement. Premier critère, c'était vraiment de pouvoir avoir une mobilité qui nous permette de rejoindre Paris le plus facilement possible. Le critère, c'était être à 1 heure de Paris. Donc on a fait un cercle tout autour de Paris et voilà, on a regardé près de mesures. Donc on s'est installé en 2015 dans ce village, et puis on s'est rendu compte quelques mois plus tard que finalement la gare, qui était vraiment notre critère essentiel, était menacée. Alors quand je parle de gare, c'est plus une gare depuis longtemps parce que c'est un arrêt. Pour resituer un petit peu cette ligne de train, c'est la ligne sur une des lignes J entre Paris-Saint-Lazare et Gisors, Paris terminus Normandie. C'est pour la décrire un peu comme la décrirait la directrice de la ligne, que j'ai rencontrée plusieurs fois, donc c'est un collègue. C'est une ligne qui traverse 3 régions, autant de départements, et donc il y a une problématique qui dépasse la problématique de France. C'est une des lignes les plus engorgées, justement, telle qu'elle se présente. Elle passe par Argenteuil. Argenteuil, je crois que c'est la commune de la Grande Couronne qui est la plus dense. Et elle va traverser
traverser le Vexin, donc une des zones les plus rurales, mais en voiture à 40 minutes de Paris. Donc c'est un trace rapide. La gare de Paris-Saint-Lazare. Ouais. Mais moi, je suis chez moi, de mon travail à Saint-Lazare à ma maison, il y a vraiment 1 heure porte à porte. Donc je passe vraiment de Paris à la campagne du Vexin très rapide. Donc on s'est aperçu grâce à l'origine vraiment à un tract de la CGT qui a été placardé en gare de Santeuil, qu'un plan de refonte était en cours et que des menaces pesaient sur 5 arrêts. On ne va même pas parler de gare parce que c'est plus des gares au sens propre du terme, il n'y a plus aucun service ni humain ni pratique. Il y a les bornes de stage et on peut acheter des billets, mais c'est tout. Donc ces 5 arrêts étaient menacés suite à un plan de refonte. On a pu obtenir le document qui était relativement accessible. Il a fallu l'éplucher parce que ça fait 150 pages, comme toujours, avec des annexes souvent plus importantes que le contenu même, et les annexes sont plus difficiles à trouver, comme par hasard. Effectivement, était nommément cité la gare de Montjoux-Courcelles, de Santeuil, donc ça c'est en Ile-de-France, en Val d'Oise, et dans l'Oise, la Viterre, Liancourt-Saint-Pierre et Trichâteau. Donc telles que les choses se présentent, effectivement, ces gares représentent, je pense qu'il y a vraiment des critères et des seuils de valeurs, on va dire, d'efficacité ou d'importance pour la SNCF, c'est le nombre de montants par jour. Donc là, on est sur des gares, des arrêts qui constituent moins de 100 montants par jour. Sachant qu'on est aussi sur des problématiques très différentes des grandes gares parisiennes ou les deux camps, c'est que vous ne validez pas nécessairement vos badges, vous n'avez pas de portique. C'est quand même assez difficile d'avoir un nombre tout à fait fiable. Voilà. Toujours est-il que pour nous, c'était absolument pas possible de ne rien faire. Voilà, ça nous a pris vraiment comme ça. On s'est dit, je me rappelle très bien d'une discussion que j'ai eue avec une habitante qui m'a dit, mais est-ce que tu as vu ce tract? Oui, j'ai vu ton tract. Mais voilà, et moi je me rappelle très bien avoir dit, bah, on va pas se laisser faire. Tout simplement. Alors il faut savoir que j'ai jamais été une militante active avant ça. Je n'ai pas... Je ne sens pas spécialement une âme, une grande générosité, et franchement je pense que j'ai vraiment fait pour moi, il faut être très sincère. Sauf que très vite, quand on a monté le collectif, on a contacté la presse, la presse locale qui a été très preneuse, donc on a pu rencontrer des journalistes assez facilement. Moi j'ai d'abord envoyé un message très naïvement à la préfecture, à la mairie de mon village, est-ce que vous êtes au courant, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, Très peu de réponses, voilà, une sorte de flou, donc on a vraiment fouillé les dossiers, on s'est renseigné un peu plus près, et puis on a vraiment interpellé avec nos petits moyens déjà les villageois de ces 5 gares. Donc on a imprimé nous-mêmes des tracts qu'on est allé placarder, on a fait des affiches avec ma voisine graphiste, on s'est démené pendant, je pense que ça nous a pris une énergie incroyable, au moins pendant les 2 premiers mois pour lancer le collectif, avec pétition, avec page Facebook. Et ça a quand même réellement porté ses fruits, parce qu'on a eu des mobilisations dans chacun des arrêts, où dans un contexte très particulier, mais très important, qui était les législatives de 2017, on a pu aussi rencontrer les candidats, et puis on a écrit aux conseillers régionaux. On a reçu une réponse et on a pu rencontrer certaines personnes, on a eu des rendez-vous officiels, un peu moins officiels pour avoir des informations. On savait que de toute façon, même si pour des raisons d'investissement, parce qu'il faut expliquer le contexte, c'est que ces gares elles ont demandé une mise aux normes, parce qu'il y a des nouveaux trains, un nouveau matériel roulant qui va être déployé, qui est déjà déployé en grande partie et qui va être en fin de déploiement en 2021. Les quais sont plus aux normes, ils sont plus au bon niveau des trains qui ont été commandés. Donc ça demande environ une enveloppe d'1 million par an. Nous on ne pèse rien, on est moins de 100 montants, est-ce qu'on mérite d'avoir 1 million, etc. Pour nous, l'important c'était déjà de pouvoir communiquer, c'est-à-dire dire aux gens, alors vous allez vous installer là, mais dites-vous juste que dans 6 mois, on ne sait pas où ça en sera, vous comptez sur vous n'avez pas les moyens d'acheter 2 voitures, c'était complètement notre cas par exemple, on a une voiture, une vieille voiture. Si on en a 2, c'est concernant, c'est fini, on partira plus jamais en vacances. Enfin, je veux dire, il y a plus. C'est vrai.
voilà, il y a une problématique économique qui est évidente, mais il y a aussi le souci de se dire on a un moyen de transport écologique qui fonctionne malgré des soucis relativement bien, qui nous permet quand même de rester à la campagne, de faire vivre des villages. Il y a un restaurant qui a ouvert il y a 1 an et demi à Santeuil avec aucun commerce. Il y a une ferme qui a pu ouvrir sa boutique. C'est aussi parce qu'il y a des anciens parisiens comme nous aussi qui sont... Parce qu'il y a beaucoup de retraités dans le village, mais il y a aussi beaucoup de familles d'Île-de-France et de la couronne plus proche qui ont décidé de s'installer là-bas. Excusez-moi, je voulais dire que tout à l'heure, il y avait beaucoup de bruit. Oui, tout j'ai entendu. C'est quel village? Santeuil. Santeuil, oui. S-A-N-T-E-I-L. Et en fait, c'est une dynamique globale qu'il faut prendre en compte quand on parle de mobilité et de moyens de transport, surtout à une échelle aussi, je dirais, pas microscopique, mais un microcosme tel qu'un village. Donc voilà, il se trouve qu'on a pu rencontrer la direction de la ligne et un représentant d'Île-de-France est venu à Santeuil faire une réunion, nous expliquer que de toute façon des horaires allaient changer, qu'on allait perdre des trains, donc on a perdu des trains en pointe. On a dû se réorganiser les uns et les autres avec des problématiques de garderie du matin, enfin, tout était quand même assez chaotique et il a fallu assumer ce changement. Mais a priori, on a pu faire une pression assez positive, parce que en ce qui concerne par exemple les Hauts-de-France et donc les gares d'Oise, la région a décidé de débloquer une enveloppe de 16 millions pour ces 3 gares de l'Oise. Le combat est quand même tout à fait positif de ce côté-là. Et du côté des 2 gares en question, de Santeuil et de Courcelles, on a reçu de la part d'un représentant d'Île-de-France la garantie que ça ne fermerait pas. Sauf que très récemment, en septembre, la présidente de la région, Mme Pécresse, a envoyé un courrier à la mairie de Santeuil et à d'autres mairies en expliquant que l'État ne fournissait pas le budget prévu et que des menaces pesaient de toute façon. Il y aurait des arbitrages sur, là ça considérait vraiment la problématique du transport, mais sur les différents travaux en cours et prévus dans le Val d'Oise. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui on en est là. On sait qu'on suppose quand même que sans cette pression on aurait éteint gentiment les lumières de ces arrêts si on n'avait pas remué ciel et terre, s'il n'y avait pas eu des photos dans la presse, s'il n'y avait pas eu des interlocuteurs publics et officiels pour relayer la mobilisation. Ça reste encore très flou, mais voilà, mon message c'est vraiment de dire, effectivement là on parle du service public de transport, mais c'est vraiment comme à chaque fois, chaque service public, c'est une sorte de maillon d'une chaîne qui est extrêmement vaste. Quelle que soit la morphologie du lieu, en l'occurrence que ce soit un village, une ville, un quartier, on ne peut jamais ne considérer qu'un aspect, en fait, c'est-à-dire, vous ferez du covoiturage, ce que je propose. Moi, je veux bien faire du covoiturage, mais quand je vais à Paris avec mon fils, je me promène aussi avec le siège auto. Je fais quoi, comment? Enfin, j'ai 5 sièges auto dans les 5 voitures de mes amis qui viennent bien pour mon covoiturage. En fait, on apporte une espèce de petite réponse à une petite problématique en disant mais vous allez, on va faire ça, nanana, mais la globalité du problème n'est jamais prise en compte. C'est toujours un problème tout à fait global. Voilà, qui regroupe des problèmes de santé, des problèmes de vie scolaire, des aspects extrêmement différents. Par ailleurs, là, on parlait des jeunes tout à l'heure et de mobilité, parce que le RUMI, c'est quand même vraiment les dépenses en mobilité, les dépenses de carburant, tout ce qu'implique une voiture. Moi, je peux complètement faire le recoupement entre ce combat qui a démarré il y a 1 an et demi et aujourd'hui la problématique qui fait, si les gars n'étaient plus là, moi, j'ai pas les moyens d'avoir de voiture. Donc, mon compagnon part à 7h le matin, moi j'emmène mon fils à l'école, je fais quoi? Je paye une nounou pour qu'elle vienne réveiller mon fils à 6h du matin pour faire l'école. C'est pas possible. Et encore, je ne fais pas tellement référence au problème écologique et à la question écologique. C'est qu'on a quand même un train, ça marche. Et voilà, et pour la petite aberration du système, quand on est à Santeuil, on ne peut pas acheter de tickets pour aller à Gisors. Accrochez-vous bien. C'est-à-dire que je voudrais aller au marché de Gisors en Normandie, je ne vais pas prendre ma voiture, me dire, voilà, je vais au marché de Gisors, et hop, des bonnes raisons de me dire que je peux aller faire mon marché en Normandie. Il est impossible à la borne
d'acheter un billet ou un complément de billet de ma carte Navigo pour aller à Gisors. En fait, voilà, moi, voilà, l'aberration, elle est parfaite dans ce sens. C'est qu'on a complètement cintré la logique de la circulation qui n'était pas du tout celle du Far West, hein, là, pour le coup, on allait très très loin. C'est pas les grands espaces, c'est pas je vais de là à là et hop. Ah ben oui, mais là on sort de la zone Île-de-France, alors non. Donc ça m'est arrivé de devoir aller à Gisors et d'être. Je bruche quoi, parce que moi je suis super ok pour travailler au non, ça n'existe pas. Voilà. Je conclue avec cette petite aberration. C'est quand même intéressant peut-être de rebondir, par respecter notre ordre, sur ton intervention d'abord parce qu'elle est complètement dans l'air du temps, parce que tu poses effectivement toute la problématique de ces personnes qui partent, soit personnelles, tout simplement parce que la vie a fait que, sont éloignées des centres où il y a tous les services publics, en priorité donc celui des transports, parce qu'en plus c'est celui qui permet de nous relier. Et qui, de ce fait, alors on peut peut-être trouver, je pense que c'est un petit peu ce qui t'a conduit aussi, en dehors du fait de retrouver pour ta famille, une atmosphère plus apaisée, une qualité de vie, il y a aussi le fait que tu as très certainement accès à un logement plus important, plus grand, avec la même masse financière pour laquelle tu aurais un studio à Paris. Donc impossible de vivre en couple avec un enfant. Mais ça correspond à un loyer de 40 mètres carrés à Paris, on voit encore en couronne. Et ce qu'on paye pour une maison qui en fait 120 et avec un voilà, avec une qualité de vie, effectivement, le jardin avec un enfant, voilà, c'est l'image un petit peu dont on a beaucoup tous envie. Mais c'est quelque part un peu un fantasme, parce que finalement, quand tu arrives à cet endroit-là, eh ben, effectivement, tu t'aperçois que déjà, en matière de transport, c'est une véritable exclusion qui est organisée. Et c'est ça qui a donné, je pense, chez les gilets jaunes, cette impression d'exclusion, parce que justement, éloignés de tous les services publics, que ce soit ceux des transports, que ce soit ceux de la santé, voilà. On n'a pas réussi à trouver le médecin traitant. Donc ça, c'est des véritables problèmes. Et de ce fait, l'avantage financier qui avait été trouvé, il est complètement perdu et même alourdi avec tous les frais qui sont induits par cet éloignement. Alors tu le disais, une voiture, finalement il en faudrait deux pour être bien. C'est des frais qui sont très importants, le coût de la voiture, l'assurance, l'essence évidemment. Et donc tout ça a effectivement affecté lourdement les budgets de ces personnes-là. Qui aujourd'hui n'en peuvent plus. Alors qu'on a vu des tas de reportages avec des personnes qui ont des revenus, on va dire, de cadre moyen, mais qui, de par ces éloignements et les investissements qu'ils exigent, elles n'y arrivent plus. Alors, est-ce que tu as rencontré de la part, parce que ça fait quand même un moment que ton association existe, moi je la vois sur Facebook, assez active, tu disais, je crois, depuis 1 an et demi. Et du côté des élus, est-ce que alors je parle des élus qui comptent, ceux qui sont élus et un peu décideurs, donc plus beaucoup ceux qui sont de notre côté. Est-ce qu'il y a une écoute, mais surtout un écho? Est-ce qu'ils relaient quand même vos revendications? Évidemment qu'il y a des problématiques politiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de décideurs, on parle de l'Île-de-France, là, la conduite par Île-de-France Mobilité, vraiment, elle prend une certaine direction. La direction est quand même très très clairement, il faut savoir, on l'a revu, on le dit beaucoup, c'est vraiment covoiturage. Parce que la solution, c'est vraiment le covoiturage de trottinette dans les gares et tout ça. C'est vraiment ce qui existe. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de maintenir les gares qui existent, ils n'ont pas le choix, c'est une grande partie du réseau. Il s'agit pas, je ne crois pas que la moitié des gares et des arrêts disparaissent, pas du tout. Mais il y a des arbitrages, on parle vraiment de l'arbitrage de l'argent, évidemment il ne tombe pas du ciel. Là il y a un clair chantage face à la position du gouvernement, parce qu'il y a quand même un flou assez énorme. Je crois que le plan mobilité du gouvernement est quand même pas ni très rassurant ni très clair. Il est encore vraiment question de
d'un aspect collaboratif et du covoiturage, hein, si je ne fais pas erreur, et d'un plan vélo, etc. Moi j'ai un vélo électrique par ailleurs, hein, ça me permet justement de ne pas avoir besoin de voiture et de faire mes courses, enfin vraiment je peux vivre avec ma ligne de train et mon vélo électrique. J'ai besoin de rien d'autre. Donc je me sens un peu exemplaire quand même, parce que ce qui peut arriver à l'avenir dans certains cas, c'est de se dire, ben voilà, vraiment vivre sans voiture, je peux dire que j'y arrive quasiment. Donc il y a effectivement les décideurs qui nous ont répondu, hein, ça a pris un peu de temps, mais bon, on a ramoté quand même. On a eu des réponses, on a eu une réponse de Valérie Pécresse qui nous reparle d'arbitrage, etc. Et puis après sur le plan local, et ça c'est quand même très intéressant parce qu'on se dise on a du mal à s'opposer à une politique vraiment au niveau de la région et puis au niveau gouvernemental, on comprend bien, enfin, je veux dire, l'opposition elle est assez proche. Alors ce qui se passe au niveau local c'est vraiment très intéressant parce que je pense que ça émerge vraiment de là. Nous, dans notre village, on savait, enfin voilà, la mairie savait que c'était chaud. Oui, problème. C'était pas nouveau. Ils sont invités à des réunions très régulièrement, donc c'est pas très opaque, hein, il suffit d'y aller, de poser des questions et de se rendre compte quand même qu'on va être mangé à une certaine sauce à un moment. Donc pour nous, ça a été très dur, parce qu'on s'est dit, ah ok, en fait, c'est pas une nouveauté, nous on peut arriver avec une info, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Ok, alors comment on fait? Parce que nous, on va quand même essayer de s'organiser localement. Est-ce qu'on a l'appui de la mairie? Est-ce que les autres mairies sont... Alors oui, effectivement, ils disent, ah bah oui, mais c'est vrai que si vous prenez en charge le truc, on se sent moins ça, on dit que c'est légitime, on se rend compte que notre village, effectivement, il va pas s'endormir. Après, voilà, il y a des retraités, ils n'ont pas besoin de cette ligne, ils sont très bien dans un village un peu enclavé, vous savez, c'est le Vexin, c'est un peu territoire de chasse, c'est un peu Il y a mais même cet état d'esprit. Ça, c'est aussi un problème qu'on rencontre même dans des villes plus urbanisées. Oui, bien sûr. Moi, je pense par exemple à Montmorency. C'est étonnant, Avant c'est d'être un élu, vrai réflexe. pendant des années, il ne fallait pas qu'il y ait de transport. Voilà. Il ne fallait pas qu'il y ait de transport pour que, justement, les personnes dont tu parles, même des personnes qui travaillent, mais qu'elles conservent leur tranquillité. Parce que qui dit entre soi, dit... dans le sens commun, on va dire, dit je ne vais pas être dérangé par l'étranger. L'étranger, ça peut être celui de la ville d'à côté. Hein, c'est pas, et nous, sur Montmorency, avant qu'on arrive à la tête de la mairie en 2008, voilà. Après on en est parti, mais bon, il y avait tout un quartier, c'était le quartier du haut de la ville, qui était délaissés en matière de transport public, alors qu'ils étaient à 8 km de la gare. Donc eux, obligation, soit d'avoir un véhicule pour aller jusqu'à la gare, mais une fois que tu arrives à la gare en public, qu'est-ce que tu fais de ton véhicule? Ça c'est l'autre problématique aussi. Voilà. Sinon tu prends un bus. Sauf que le bus, donc justement, il n'était qu'aux heures de pointe. C'est-à-dire pour eux, hein, ils circulaient sur le reste de la ville, sur le quartier du centre, sur le quartier du bas, mais sur le quartier du haut, qui est évidemment le quartier, on va dire, le plus pauvre, et ben eux, ils y avaient le droit que le matin et le soir, pour aller au boulot et pour en revenir. Dans la journée, il n'y avait rien, ou quasi. Et donc, voilà, on a fait en sorte, l'équipe donc de gauche qui a été élue, a fait en sorte que la ligne qui existait pour le centre de la ville et pour le bas, elle existe aussi pour le haut de la ville, de sorte à ce que les personnes puissent se déplacer toute la journée du haut en bas. Ça reste encore insatisfaisant. Maintenant, on ne peut pas avoir non plus des bus toutes les 2 minutes. Mais les gens ont eu l'impression quand même d'être sortis de leur isolement. Ça a coûté de l'argent, mais c'est une vraie qualité de vie. Mais vraiment, avant, on ne voulait pas que ça se fasse. Mais c'était pas une question de moyens, parce que les moyens, on a su le trouver, après il faut se battre. Et là-dessus, d'ailleurs, on s'est retrouvé entre des élus de droite et des élus de gauche à se battre pour ce même projet, avec des élus de droite d'une autre ville. Je crois que la question de la mobilité, elle est assez longue. On a reçu quand même des écoutes de candidats très diversifiés. Personne n'est capable de nous dire réellement, c'est normal que votre gare est ferme, vous êtes conscient à prendre le train. Personne ne peut assumer ça en fait. Bah oui. Parce que ça veut vraiment dire une sorte de ségrégation, je dirais, quasi ontologique. C'est-à-dire vous êtes en village,
Vous avez toujours une gare, cette ligne elle existe depuis le début du siècle, c'est le Paris-Dieppe qui est passé là. On a retrouvé des photos géniales du début du siècle. C'est anthologique, vous avez une gare, mais quelque part tous les villages de France n'en ont pas, donc rendez-vous compte, nanana. Finalement c'était nous qui créions des... On a entendu ça. On a entendu, vous avez de la chance. Non, on n'a pas de la chance, les gens s'installent là de génération en génération, ils viennent là, le village existe encore grâce à ça, sinon il va crever comme d'autres. Donc l'idée c'est vraiment de se dire on a un outil qui existe, qui est efficace à l'échelle du... C'est un village de 600 habitants, vous imaginez une centaine de... 90, je crois, mon temps, c'était compté. C'est quand même une belle proportion, je suis pas sûre qu'on ait ça dans toutes les grandes villes, même de banlieue. Donc c'est vrai, et effectivement de se dire, ben oui, en fait à l'origine il y a une sorte de... Il y a un rapport à la mobilité qui est très particulier et ça, moi je m'en étais pas du tout rendu compte. J'ai compris vraiment en arrivant. Bah oui, mais se déplacer, venir s'installer, etc., entrer en fait un peu dans la grande concurrence immobilière, d'autres, c'est pas rien, c'est pas neutre, les gens n'ont pas forcément envie que le village se remplisse. Voilà. Enfin là, vous avez créé des solidarités. Donc alors, là, on a vraiment on s'est rendu compte qu'il y a des vraies convergences et qu'effectivement, c'est quand même une école. Une vingtaine d'enfants en plus depuis cette rentrée dans ce village. Il y a une école qui est saturée d'enfants. Et ensuite, collège et lycée. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait partie aussi des aberrations, j'en évoquais une tout à l'heure. Notre aberration, c'était qu'on a des collégiens et des lycéens qui se déplacent avec ce train. Donc quand on fait sauter des trains au point qui ont disparu le matin, dont un qui correspondait aux horaires de collège et de lycée, ils font quoi? Des déplacements. Alors il y a Oni, il y a un collège à Vigny, mais il y a aussi Oni, par exemple, donc, qui est sur la ligne de train et qui du coup, la ligne est complètement pertinente pour ces collégiens et lycéens. Voilà, à pied. Je m'en souviens très bien, la directrice de la ligne. Oui, c'est vrai, il y a des enfants qui prennent le train. Oui, c'est ça. Ça vaut le niveau de déconnexion avec le réel. Il y en a de plus en plus, objectivement. Entre les décideurs et le réel. Et alors la question que vous me posez... Tout le monde a le permis. Si vous prenez le train, c'est que vous avez le permis par ailleurs et que vous avez débrouillé en voiture. Non, absolument pas. Et des personnes âgées qui nous ont dit, voilà, moi je vais arrêter de conduire bientôt. Si j'ai plus mon train pour aller à Pontoise, c'est quand même... Donc, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête préalable, en fait, avant la suppression. Non, en fait, à ce moment-là, c'était vraiment... Il y avait des arbitrages, il fallait que ce soit à l'étude. Donc on était sur la série. Nous, on a vraiment voulu dire, ben non, vous allez nous voir d'ailleurs, vous allez venir nous rencontrer, vous allez voir ce qui se passe, vous allez voir ce que c'est pour nous prendre le train. C'est-à-dire qu'il y a eu des réunions, ça a chauffé sérieusement. Et puis on a obtenu d'avoir un taxi pour remplacer un des trains, donc d'avoir autant de taxis nécessaires, mais il faut réserver à l'avance avant 6 h le soir pour avoir un taxi pour nous emmener dans le village d'à côté. Ça fait 4 km. Le train passe, vous avez bien suivi, le train passe, mais il ne s'arrête plus à Centeuil, il s'arrête plus loin. On va mettre 1 ou 2 voitures pour prendre 4, 8, 10 personnes pour les emmener à Carpentras. Donc ça, c'est pour gagner 3 minutes, pour desservir aussi des villes qui en ont besoin, pour faire un arrêt supplémentaire à Argenteuil et Val d'Argenteuil. Je ne dis pas du tout qu'il y a un besoin de dessert supplémentaire à Argenteuil et Val d'Argenteuil, je me dis juste toujours, mais de toute manière, plus il y aura d'arrêts, plus il y aura de gens. Enfin, je veux dire, c'est sans borne en fait. Voilà, ça crée de toute façon un réel appel d'air. Et puis on va effectivement retirer des arrêts qui n'ont déjà pas beaucoup, pour en rajouter quand même là où on a toutes les 5 minutes. Mais bon, quand on a suivi le dossier, on s'est rendu compte aussi, par exemple, que Herblay, c'était plus, ils n'allaient plus être à 20 minutes de Paris, mais à 23 ou 25. Ça a été, c'était scandale en fait. Ils avaient un arrêt alors qu'ils avaient du direct, c'était horrible. Donc en fait, on se rend compte que l'échelle de préoccupation de la problématique est très différente. Donc on perdait des trains, on allait peut-être perdre l'arrêt, et des gens perdent 3 ou 4 minutes. Qu'est-ce que j'ai pas lu mais les villages, vous ne pour rien, la guerre de tous contre tous, complètement absurde, alors que je pense qu'il y a un vrai partage, un vrai équilibre possible. Si tant est par ailleurs qu'on soit capable aussi de ne pas pousser nécessairement avec des horaires hyper centrés. C'est ça aussi sur la problématique des transports. Je pensais pour la ligne justement là sur Montmorency.
c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner seulement en termes d'heures de pointe. Je veux dire, ça ne veut plus rien dire. Tu as tous ceux qui travaillent en horaire décalé, quand même. Je vois à Montmorency, tu en avais beaucoup qui travaillaient sur l'hôpital de Montmorency, qui existait à l'époque. Maintenant, voilà. Et donc, et alors il y en avait plein, en particulier ceux qui rentraient tard le soir, à 11h du soir, à 23h. Donc comme il n'y avait plus de transport à ce moment-là, ils étaient obligés donc de remonter à pied de la gare d'Anguin, c'est la gare d'Anguin, jusqu'en haut de la ville. Donc ça fait 8 km, hein, c'est ça? Ouais. Ah oui, voilà. Et moi je les voyais, j'avais été sensibilisée à ce problème, c'est parce que avant qu'on gagne les municipales, quand on faisait des réunions, moi j'habite le bas de la ville, j'ai cette chance, proche de la gare. Donc quand on faisait des réunions, c'était dans le centre ou dans le haut, quoi. Et donc après, quand je redescendais, à 23h, voire plus de ces réunions, j'avais l'avantage de traverser cette ville. Et là, je rencontrais à 23h30, ça m'est même arrivé de faire demi-tour et de remonter des personnes qui remontaient à pied de la gare. Je me disais, c'est pas possible de devoir faire quelque chose pour elles, pour eux. Et grâce à une mobilisation, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut la population et puis les élus. C'est important, parce que c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, quel qu'il soit... Il y a les élus, mais il y a aussi les organisations syndicales. J'imagine que ça a été précieux par rapport à la problématique SNCF. Tout simplement parce qu'ils sont un peu lanceurs d'alerte, quoi. Oui. Donc c'est un peu leur tract qui a vraiment révélé la problématique. Ah d'accord. Ah oui, ça a commencé par un truc de la CGT affiché en gare de centre. Oui, c'est ça qui t'a donné. Voilà, qu'on a repris, qu'on a réalisé dans toutes les gares en question. Et voilà, sans quoi, je pense qu'on est assez peu nombreux à se pencher sur les plans de route qui sortent tous les 3 ans. Là aussi, même cette ligne de train, elle s'arrête très tôt le soir. Ça, c'est encore une autre problématique, mais on peut aussi rappeler tous les bouts de la problématique. Et donc, il y a les centres de finances publiques. Et alors là, encore plus au devant de l'actualité, et si j'ose dire encore plus dramatique, la question de la santé publique avec les hôpitaux de Pontoise depuis de nombreuses années, avec les maternités, c'est pas une problématique nouvelle, mais malheureusement ça ne s'arrange pas. Là récemment, en tant que citoyen engagé sur ce territoire à Beaumont-sur-Oise, avec une annonce récente fin novembre de 300 suppressions de postes sur l'hôpital de Beaumont et sur le groupement hospitalier de territoire, avec une fermeture de plusieurs services. Je crois que plus de 75% des services à terme qui pourraient être concernés par le plan de fermeture, encore une fois le plan comptable, soi-disant pour libérer l'énergie, l'efficacité, etc. La mutualisation merveilleuse qui aboutit surtout à un rétrécissement de l'offre de soins de proximité. Et donc là encore, il y a des attaques. J'ai vu aussi qu'en novembre, il était question de l'hôpital de Gonesse et des personnels de l'hôpital de Gonesse qui étaient aussi en souffrance. Donc les attaques sont tous azimuts sur tous les pans du territoire. Et là, pour le coup, c'est toutes les franges du territoire, je veux dire, et toutes les stratifications territoriales et sociales, qu'elles soient très urbaines ou plus périurbaines ou rurales, qui sont touchées. C'est pour ça que je parle d'attaque tous azimuts. C'est vraiment une avalanche en fait en cascade de fermeture de services publics coordonnés. Et encore une fois, qui ne tombe pas du ciel. C'est le fruit de politiques décidées souvent assez haut, que ce soit à l'échelle gouvernementale à travers les plans spécifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et moi, j'ai un petit signal particulier sur l'action de ce gouvernement juin 2017 qui, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, mais une politique néolibérale qui accroît les inégalités sociales et territoriales et du coup qui mène une politique au pas de charge sabre repère vise à rétrécir toujours plus le périmètre de l'action publique au nom de l'idéologie du fait que le marché, que le privé serait plus efficient et que tout ça coûte trop cher. Vous vous souvenez certainement du pognon de dingue. On parle souvent de l'argent public, de la dépense publique, mais sans regarder tous les services que ça rend et ce que ça coûte, c'est-à-dire souvent beaucoup plus cher si c'était privatisé ou si c'était privé. Parce qu'on parle
soit de l'impôt prélevé, soit des services publics et des spectacles ou de l'action sociale, mais qu'est-ce que ça coûterait à toute la société et toutes les externalités négatives que ça représenterait si ce n'était pas justement des patrimoines communs, services publics communs, et si ce n'était pas une prise en charge égalitaire sur le territoire. Les coûts humains de souffrance et les coûts matériels ou même économiques, si on va jusque-là, ils seraient bien plus importants, on le sait, et quand on regarde d'autres modèles qui existent, notamment sur le monde anglo-saxon, on voit bien qu'il y a une préférence, si on met l'humain au centre de nos préoccupations, pour la question d'égalité d'accès aux services publics. Alors là, vous avez le droit de me dire que c'est trop long. Hein. Non, mais c'est bien. Allez, il te reste 2 minutes pour conclure. Voilà. C'est miraculeux. Non, je pense, sans conclure, on peut peut-être rebondir. Moi, je vois ce que tu indiques sur, en tant qu'agent territorial, sur la souffrance au travail, de par la réduction des effectifs et toujours cette course au moindre coût. C'est cette course au moindre coût qui nous conduit, les dirigeants à fermer toute une série. Alors une fois c'est une ligne de transport, une autre fois ça va être un hôpital, une autre fois ça va être un poste. Et donc hier soir, parce que moi je viens là aujourd'hui en tant qu'élu, nous étions au conseil municipal à Montmorency, dans l'opposition, Martine. Donc nous avons à un moment donné eu une délibération qui démontrait que la ville, qui est dirigée par la droite actuellement, avait se targué d'avoir sur son budget la ligne du personnel, c'est la fameuse ligne 012, qui était en diminution constante et plus que très importante cette année. Et la mairie, la maire, nous présentait ça comme un fait de gloire. Et nous avons rétorqué que de constater combien les agents de la collectivité territoriale de Montmorency souffraient au travail. Et ils souffraient au travail, pas juste, ils nous appelaient pour nous dire dis donc, qu'est-ce qu'on souffre, hein. Ils sont en arrêt maladie, ils sont en dépression, ils sont en longue maladie. Et à tel point que cela se sait, en fait. Donc même là où la maire voudrait remplacer des postes, eh bien la ville dont la politique est connue n'est plus du tout attractive. Et donc même là où elle voudrait quand même pérenniser les postes, eh bien il n'y a plus personne pour s'y présenter parce qu'on sait qu'on y vit trop mal en tant qu'agent. Et ça c'est vraiment des choses que dernièrement j'ai vu un croquis qui était assez amusant, une caricature. C'était 2 personnes qui regardaient, on va dire c'était leur ville, et puis alors vous aviez le palais de justice, l'hôpital, la poste, et puis ils étaient tous barrés. Et il y en avait un qui disait à l'autre, ça revient moins cher quand même. Bah oui, c'est sûr, ça revient moins cher, mais tu n'as plus d'accès à l'hôpital, tu n'as plus d'accès au transport, tu n'as plus d'accès à la justice. Donc c'est ça, aujourd'hui, je pense, la difficulté qui est posée aux citoyens et devant laquelle ils ont vraiment envie tous de réagir. Alors c'est vrai que c'est intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on en reparle un petit peu, on en a parlé hier soir. Il y a ces fameux cahiers de doléances. Ces cahiers de doléances qui sont déposés dans chacune des mairies. Je crois que c'est l'Union des maires, Frédéric, qui fait les cahiers de doléances. C'est l'Association des maires de France, alors c'est ça. Voilà, donc c'est l'Association des maires de France qui s'est saisie de la balle au bon par rapport à cette volonté interpellative des Gilets jaunes et qui invite les maires à recueillir les doléances, recevoir les doléances. Donc je pense que ça serait intéressant là-dessus, effectivement, de s'organiser, de faire circuler autour de nous les informations qui nous paraissent les plus importantes à remonter. Parce que s'il y a trop de choses, rien ne sera pris en considération, c'est le danger. Et je crois que la défense des services publics, que ce soit par exemple dans une ville, je pense aussi au service postal de la Poste, c'est vraiment un truc. Alors dans une ville et dans une profession, là j'en parle en tant que professionnel, la Poste, le courrier,
vous l'avez en masse le vendredi à 16h. Voilà. C'est voilà, le lundi, le mardi, le mercredi, vous recevez 3 fois rien. Et puis le vendredi, quand vous n'avez qu'une envie, c'est de partir en week-end, et ben pouf, il y a tout. Alors voilà, pour ceux qui ne vous ont pas écrit par courriel, c'est épouvantable. Vous vous rendez dans un bureau de poste, parce qu'il fait les horaires des bureaux de poste, vous vous rendez dans les bureaux de poste. Et alors là aussi, on touche à tout ce que le service public justement était censé organiser, c'est-à-dire l'égalité des citoyens dans leur territoire. Elle est battue en brèche par cette attaque sur les services publics. Et moi j'ai remarqué par exemple, le service public de la Poste, vous allez dans une poste en banlieue, vous allez dans un bureau de poste à Paris, ben c'est pas du tout la même chose. Vous allez dans un bureau de poste à Montmorency, vous allez dans un bureau de poste à Gonesse, qui est une ville moins favorisée, c'est pas du tout la même chose. Vous n'avez pas le même temps d'attente, vous n'avez pas le même accueil au niveau immobilier. Voilà, et c'est là aussi. Oui. Alors, je suis postière. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu dois souffrir? Non, mais j'ai travaillé à la direction du réseau donc, des bureaux de poste, donc à la direction des ventes. Et donc je ne m'occupais pas effectivement de cette problématique d'agence postale communale, de relais postes commerçants, etc. Mais aujourd'hui, évidemment, on est toujours dans ce mouvement de transformation d'un certain nombre de bureaux de poste avec des baisses de trafic qui sont extrêmement importantes. Mais enfin, la Poste est devenue une société anonyme, oui. Hein, vous ne l'ignorez pas. Donc voilà. Donc on gère effectivement, tu en parlais Sébastien, des contraintes quantitative, hein, et voilà, on regarde des chiffres, c'est très clair, mais nous avons une mission de service public. La mission de service public, nous continuons de l'assumer telle qu'elle est décrite aujourd'hui. Donc voilà, nous, on nous demande d'avoir un maillage de présence postale. Cette présence postale, elle peut prendre diverses formes. Et donc, moi je sais qu'il y a toujours de la concertation, en tout cas il y a 10 ans encore, et c'est encore une réalité, avec les élus locaux, avec les citoyens sur les transformations du bureau. On ne fait rien de manière, unilatérale. Donc, et bien souvent, effectivement, on s'aperçoit que la réalité, c'est qu'un bureau de poste finalement de plein exercice, avec des horaires que nous sommes obligés d'adapter au vu de la fréquentation, sont moins intéressants du point de vue du particulier qu'un relais poste commerçant ou une agence postale communale, selon la solution qui est choisie en termes d'horaires offerts aux particuliers. Donc voilà, mais nous on vit cette réalité, enfin nous aussi, hein, on nous demande des efforts en permanence, etc. C'est compliqué, mais moi je suis fière de travailler dans cette entreprise. J'espère qu'on va continuer à pouvoir avoir 250 000 postiers aussi longtemps que possible. Ça fait vivre beaucoup de familles, hein, donc moi je suis attachée à cette idée. Ça fait 15 ans que je travaille à la Poste, donc je vis cette transformation. Je sais que c'est pas évident, mais voilà, donc moi j'estime qu'à partir du moment où on arrive à maintenir une présence postale, c'est important. Et qu'effectivement ça peut aboutir à une présence différente, mais qui sera meilleure qu'un bureau de poste qui n'est plus ouvert que 2 heures par-ci, 2 heures par-là, 2 jours par semaine. Voilà. Je vais me permettre aussi une remarque, c'est que il faut qu'on comprenne que tout un tas d'anciens services publics sont d'abord devenus des entreprises publiques, puis aujourd'hui quasiment des entreprises privées. Le jour où la Poste est devenue une société anonyme, le jour où la SNCF va devenir une société anonyme, on va leur demander des critères de rentabilité comme dans n'importe quelle entreprise privée. La Poste aujourd'hui assume un certain nombre de missions de service public
Alors, on ne sera pas forcément toujours d'accord les uns les autres avec comment le service est rendu, est-ce qu'il devrait mettre en priorité, etc., etc. La façon dont ça peut être perçu dans la population et les priorités effectives de l'entreprise. Mais la réalité, c'est que tout ce qui intéresse les gens, en dehors de la présence d'un service public sur le terrain, qui est important, en tout cas qui est ressorti comme important par la population, et c'est normal. Mais tout ce qui intéresse les gens, recevoir leur courrier, la distribution du courrier, pour l'entreprise privée, la Poste, aujourd'hui, c'est de plus en plus une catastrophe financière. Donc, la question de son équilibre financier, si elle veut continuer à perdurer et à vivre comme entreprise privée, il est ailleurs. Et donc, ils sont dans une situation de complet chassé-croisé en termes de compréhension. Il y a injonction contradictoire entre débrouillez-vous, maintenez l'équilibre financier de la boîte, voire développez-le, et maintenez la politique du service public. Alors, effectivement, le jour où la Poste a cessé d'être un vrai service public et non pas une entreprise qui a des missions de service public, bah forcément ça peut plus marcher, c'est-à-dire que maintenir partout des bureaux de poste qui attendent les gens, machin, ça ne marche plus. Et c'est là qu'on a des gens qui se sentent abandonnés, des postiers qui, et là je parle pas des gens qui sont au siège ou machin, mais des gens qui sont dans les agences de la Poste qui peuvent vivre plus ou moins bien le changement. Dont les peuvent avoir construit leur vie bien évidemment voilà, dans des territoires, acheter une maison, etc. Et que si on leur demande d'aller travailler effectivement loin de leur domicile, le loin est différent pour chacun, voilà, ça peut être vécu de façon différente. Mais effectivement, moi je travaille en région parisienne, j'ai fait ce choix, je ne quitterai pas ce bassin d'emploi parce que je sais que j'ai plus de possibilités ici, même si le coût de la vie est plus cher, bien évidemment. Ah, et la difficulté, c'est qu'effectivement, on a cette difficulté où on a des gens qui peuvent vivre mal la transformation, qui peuvent vivre mal l'évolution de leur métier, qui peuvent vivre mal aussi la relation avec l'usager. On leur a dit que maintenant c'était plus des usagers, c'était des clients. Et forcément la relation avec l'usager ou le client se dégrade parce qu'il y aura toujours un client, un usager qui leur dira que le service est moins bien rendu qu'avant par rapport à l'idée qu'ils se font du service qui doit leur être rendu, par rapport à ce qu'ils trouvent aussi, etc. etc. Mais donc on est dans un dysfonctionnement général. Et moi, ce que je peux reprocher aussi à la gauche quand elle est arrivée au pouvoir, moi je me souviens que on avait été quelques-uns, et on l'avait fait à Persan-Beaumont d'ailleurs, on s'était caillé les miches pendant de nombreuses heures à faire la votation citoyenne contre la transformation de la Poste en société anonyme. Mais ce jour-là, on a passé un cap sur lequel il sera difficile de revenir, et je pense pas que ce soit forcément plus facile à vivre pour les agents de la Poste que pour les usagers, parce que moi je continue à les appeler usagers. Voilà. Mais on a une vraie difficulté, c'est-à-dire que ce que nous on considère comme service public, la réalité c'est que ce sont devenus des entreprises privées. Et que les entreprises privées, même si elles ont une mission de service public, ça reste des entreprises privées. Je voudrais essayer de comprendre, moi, si la Poste n'est plus en quoi va consister les missions de la Poste, le service, voilà. Quelles vont être les missions si ça n'est pas la distribution du courrier? Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Oui, mais c'est une banque. Alors, voilà. Alors dites-nous clairement que c'est devenu une banque. Nous avons toujours nos missions, nos 4 missions de service. Oui, mais alors, voilà. Mais simplement, permettez-nous de nous dire que du côté de vos clients, de vos usagers, on a le sentiment qu'on est bien moins bien servi qu'avant. Parce que je ne sais pas à qui on a demandé son avis, mais la fermeture de bureau de poste dans le bas de Montmorency, c'était quand même un sacré coup pour le bas de Montmorency. Et ça a été un sommes sacré les derniers, bien souvent, à rester les derniers services publics. Donc on paye, entre guillemets, permettez-moi, pour tous les autres. Donc voilà, c'est en cela que c'est difficile. Non, mais c'est pas une critique envers les gens qui travaillent dans la Poste, mais c'est essayer de comprendre ce que va devenir la Poste
si effectivement sa vocation première, ça ne va plus être de servir les clients. Notre président, Ça ne va sûrement pas être non plus de transporter les colis, parce que vous ne pouvez pas savoir, vous savez qu'envoyer un colis, ça coûte quand même très très cher, et qu'on cherche sans doute un tas de solutions parallèles pour ne plus passer par la poste pour envoyer les colis. Enfin voilà. Aujourd'hui, le e-commerce se développe fortement, donc oui, pour nous, c'est un levier de croissance. Il n'y a pas que celui-ci. Notre président, le e-commerce, oui, enfin, quand vous parlez de colis, voilà, c'est le commerce sur Internet, le développement, voilà. Mais attendez, quand on a un colis soi-même, il faut bien envoyer les jeux, il faut que les envoie pas quelque part. Là, c'est pas du... J'ai besoin d'une enveloppe encore, et puis je l'ai envoyé. C'est le e-commerce. Ah bah, Évidemment. C'est d'ajouter un service à la personne aussi. Oui, tout à fait. Mais ça, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Donc oui, ça s'appelle Veiller sur mes parents. Donc nous, effectivement, on développe un certain nombre de nouveaux services. Donc voilà, on cherche plein d'idées. L'objectif, c'est de planter de jeunes pousses et on espère effectivement trouver quelques très bonnes idées au sein de tout ça. Donc veiller sur mes parents, ça permet effectivement à des personnes âgées, soit vous pouvez prendre cette prestation pour, je ne sais pas, une grand-mère, une grand-tante, donc vous êtes éloigné physiquement, voilà, en effet, ça rend service à certaines personnes. ça n'a rien à voir. On a l'impression que c'est pour utiliser des gens qu'on mettra au chômage, sinon qu'on renverra. Mais ça paraît très très étonnant. Écoutez, notre contrainte, elle est aujourd'hui qu'on a une baisse structurelle de notre flux courrier. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un maillage territorial. On doit continuer à assurer la distribution du courrier 6 jours sur 7 donc sur l'ensemble des boîtes aux lettres de France. Donc, on réalise cette prestation et bien évidemment, à un moment, vous imaginez bien que la baisse des flux fait que on est dans une logique où il faut trouver des relais de croissance. C'est ce qui permet, effectivement, le fait d'aller s'occuper des personnes âgées, c'est ce qui permet qu'on ait encore une distribution de courrier, si je résume. Vous faites un raccourci, mais en effet, pour maintenir une présence sur l'ensemble du territoire, voilà. Mais en fait, on est sur une problématique qui est tout à fait proche de ce qui attend la SNCF, parce que il y a toujours des autorités organisatrices. Il y a toujours des autorités qui disent, qui vont commander à la SNCF par exemple, pour leur dire bon bah vous avez la ligne là, elle est hyper rentable. Il y en a une, c'est Paris-Lyon, Ceux qui vont dégoter la Paris-Lyon, on leur donnera un package en même temps. On vous laisse exploiter la Paris-Lyon qui sera tout bénéfice pour vous. Par contre, c'est là où politiquement, il y a quand même encore une marge de manœuvre. C'est qu'il faut imposer aux politiques de faire des paquets où vous avez des choses qui seront rentables, il y aura de l'argent qui y arrivera, et maintenir une ligne annexe qui est beaucoup plus fragile, qui est peut-être moins intéressante, mais va choisir de maintenir et de développer. C'est ce qui se passera visiblement aussi avec la SNCF. Voilà, c'est un peu comme pour la Poste, le courrier, on peut pas, même si on a tellement moins qu'il y a 5, 10, 20, 30 ans, on va quand même continuer le courrier parce qu'on ne peut pas priver les gens de recevoir des courriers. Par contre, il faut qu'il y ait effectivement d'autres leviers. Voilà. Mais c'est là extrêmement logique. Mais c'est génial le retour d'expérience. Le retour d'expérience que ces missions de service public, nous n'avons pas de choix. Donc, qu'on me donne la recette magique. Et là, on peut faire un bilan maintenant, par rapport à ce que tu disais, Julie, on peut faire un bilan global de en quoi le processus de libéralisation, de privatisation qui s'inscrit aussi dans un cadre communautaire européen, de l'orientation libérale ou néolibérale que vous décrivez tout à l'heure des politiques économiques de l'Union européenne qui vise à démanteler la notion même de service public. C'est-à-dire cette notion qui a été découpée en morceaux, que la France a essayé de défendre malgré tout, d'une certaine façon, en parlant de services d'intérêt généraux, services d'intérêt économiques généraux, etc. Il y a une littérature, une doctrine juridique européenne là-dessus, mais globalement, la logique de l'Union européenne, à laquelle nos dirigeants politiques ne se sont pas suffisamment opposés, c'est de dire, ou pas du tout, j'essaye d'être mesuré, et c'est vrai que des fois c'était pas du tout, c'est de ne pas
démentir cette logique qui veut que les services publics c'est plus efficace quand c'est plus public en fait, et quand c'est privatisé. Et donc parce que le privé, forcément, selon une idéologie dont on attend toujours la démonstration de l'efficacité. Donc il va forcément se mettre spontanément là où il y a du besoin. Voilà, c'est ça. Et donc le privé gère mieux que le public et ça va faire, la rentabilité financière sera au rendez-vous, le service sera de meilleure qualité, etc. Et en fait à chaque fois c'est faux. Que ce soit en France ou ailleurs dans les autres pays de l'Union Européenne, là on n'est pas sur des vérités en fonction des territoires. En fait, à chaque fois qu'il y a une privatisation, le rail anglais est un exemple magnifique. Les accidents, que ce sont la dégradation du service ferroviaire en Angleterre n'est plus à démontrer, à tel point que les Anglais plébiscitent, et je ne parle même pas du coût du transport ferroviaire en Grande-Bretagne, à tel point que en Grande-Bretagne, la population plébiscite massivement les renationalisations du rail là ces derniers mois, ces dernières années. Et donc en France c'est pareil, France Télécom, EDF qui devait jamais être privatisé, souvenez-vous des problèmes de Nicolas Sarkozy. Enfin, chaque grande entreprise, la Poste, GDF, pas EDF. EDF ne l'est pas encore. EDF, ça va pas tarder, mais a été progressivement. Voilà. Il y a effectivement GDF avec LG, et on voit bien à quel point ça sert plus les intérêts des actionnaires et de Suez qu'autre chose. Et la déréglementation du marché de l'électricité, etc. En fait, souvent, on voit que, contrairement à la promesse initiale, parce qu'on n'a pas les gens comme ça, n'importe comment, qui disaient les prix seront plus bas, la qualité sera voire meilleure, parce qu'il y aura une émulation de la concurrence. En fait, tout ça, il tombe. Au bout de quelques mois ou de quelques années, mais dans une courte période, on voit que les prix réaugmentent très vite et sont plus chers que quand ils étaient régulés par la puissance publique, que la qualité baisse, puisque les logiques ne sont plus celles de rendre un service public à tous sur tout le territoire de manière efficace, mais de faire un maximum de profit, parce que c'est des entreprises privées. On ne peut pas reprocher à des entreprises privées de faire du profit. Mais la question, c'est que comme c'était un service public et que c'est une entreprise privée, du coup, on n'a pas le même résultat. Et là, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Et donc, à la fois en tant que consommateur, en tant qu'usager ou en tant que travailleur, quand je travaille dans ces entreprises, en fait, personne ne s'y retrouve à la fin, si ce n'est une petite minorité de gens qui décident de tout en haut ou qui détiennent les parts les plus importantes de ces sociétés qui ont été libéralisées, privatisées. Et donc ça se fait au détriment, puisqu'on est dans le cadre républicain, de l'intérêt général républicain auquel nous sommes tous attachés et qui nous conduit aujourd'hui, à travers ce bilan de 10, 15 ans, 20 ans de privatisation et libéralisation, à nous dire qu'à un moment donné, il faut dire stop et réenclencher une dynamique beaucoup plus vertueuse qui est de se réapproprier nos biens communs que sont les services publics, qui sont notre patrimoine commun, qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, qui permettent d'avoir accès au réseau essentiel, à l'eau, à l'électricité, je le disais, mais au transport, à la mobilité, à la santé, enfin, à tout ce qui fait l'essentiel de la vie et qui permet à tous de s'en sortir, quelle que soit son origine sociale ou territoriale. Et c'est en ça qu'il faut réenclencher cette nouvelle dynamique et faire pièce à la logique d'austérité purement comptable. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut, personne, je pense, autour de ces tables sera pour qu'on dépense n'importe comment l'argent public, mais au contraire, c'est de dire que l'argent public est bien dépensé quand il est dépensé au service de l'intérêt général, selon des logiques de service public, parce que c'est la meilleure utilisation de l'argent de tous, la meilleure allocation qui profite à tous et qui après profite à toute la société et à toutes ses composantes et dans tous les secteurs, que ce soit économique, social, etc. Donc, et là, toutes les organisations, qu'elles soient politiques, que ce soit les citoyens eux-mêmes qui s'organisent pour créer des rapports de force dans leur territoire ou les organisations syndicales, on a tous un rôle à jouer pour pousser à cette autre logique qui met ces biens communs au centre de nos préoccupations. Pardon. 11 heures, à ce moment-là, a quand même toujours bien répondu à la société française qui est le rejet des fonctionnaires. Quand on va à la poste, c'est moins le cas maintenant, je crois que j'ai compris un peu. D'accord. Mais il y a... peut-être parce que je vais peut-être à d'autres heures. Oui, tu ne sais pas, ça va le matin. D'accord, probablement. Mais je me souviens mieux que s'organiser autrement, maintenant, pendant ces malades, vraiment. Mais bon, j'ai le souvenir quand même très net de queue à la poste, et tout le monde qui râlait derrière, évidemment, si fonctionnaire qui ne foutait rien, regardez-moi ça, ils ont bon, très bien. Quand ils font la queue chez Auchan ou autre, ils disent pas, voilà,
c'est pareil, on fait la queue quand même, mais là, c'est pas des fonctionnaires. C'est du privé, on fait la queue, on dit rien. Mais il n'y a pas que ça, il y a une véritable jalousie, il y a eu dans notre société une véritable jalousie des fonctionnaires. Donc beaucoup de gens vont applaudir aussi chaque fois qu'on a supprimé des services publics parce que c'était des fonctionnaires. Et que finalement, le privé, au moins, ça ne serait pas nous qui allions payer, nous avec nos impôts, qu'au moins il n'y aura pas des fainéants qui ne toucheront rien, voilà. Et puis qui auront en plus une retraite meilleure que nous, etc. etc. Et ça, c'est un vrai souci. Hein, parce qu'aller relancer des services publics et relancer un nombre de fonctionnaires, c'est pas tendance. Hein. Alors, je suis pas sûre par contre, parce que quand tu vas justement dans les queues, à la poste, etc., les gens, même si parfois ils peuvent s'en prendre à l'employé directement, tu as quand même une vraie sensibilisation aujourd'hui sur le fait que c'est les compressions de personnel, qu'on soit dans le privé ou qu'on soit dans le public, qui font que le service il est dégradé. Et les gens sentent, moi je le vois au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'une société privée ou que ce soit quand je suis dans un rapport professionnel avec une entreprise publique, je ressens la même dégradation. Et je n'ai plus justement ce sentiment de me dire celui-ci que je paye à rien foutre avec mes impôts, il me donne un service de pacotille, pour rester poli. Ça, je l'ai aussi bien aujourd'hui dans le public que dans le privé. Parce que les deux aujourd'hui sont dirigés de la même manière, avec le même souci, comme disait tout à l'heure Sébastien, de diminution des coûts. Et ça, voilà, aujourd'hui, ça ne pardonne plus. Et je crois que c'est ça aussi qui fait l'exaspération de la population, c'est de se rendre compte que, quelle que soit sa démarche, qu'elle se tourne vers un service privé ou qu'elle se tourne vers un service public, on la renvoie, c'est taper 1, taper 2, taper 3, c'est connectez-vous sur Internet, maintenant les impôts. Avant les impôts, il y avait rien de plus facile. Et je le disais même à titre professionnel aux clients, mais prenez rendez-vous avec votre centre des impôts, vous verrez, ils vous donneront la réponse, même si elle n'est pas favorable à leur service, ils vous diront ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus, tu dois faire un courrier par Internet. Donc tu dois avoir une liaison Internet, tu dois avoir un scan parce qu'il faut joindre ta pièce justificative. Et surtout, on les éloigne de l'humain. Et ça, c'est devenu, on est aujourd'hui à un stade où c'est devenu insupportable pour les uns et pour les autres, qu'ils soient du secteur privé, qu'ils soient du secteur public. Et c'est pour ça que je pense que la ficelle que beaucoup de politiques ont usée, qui était de tirer sur une masse de la population, donc sur les fonctionnaires qui étaient une proie facile, pour les montrer du doigt à une autre partie de la population qui était salariée, qui avait des difficultés, de leur dire regardez, eux, ils s'engraissent avec vos impôts alors qu'ils ont la sécurité de l'emploi, etc. Aujourd'hui, tout le monde, avec cette politique inégalitaire et d'éloignement, est remis un petit peu au même stade. Et moi je pense, j'ai assez confiance, alors ça peut partir un peu dans tous les sens, mais qu'il y a des solidarités qui se sont créées et qu'on est au-dessus aujourd'hui de ce discours des politiques qui était de mettre par exemple les fonctionnaires contre les salariés. Et ça n'aura plus de prise. Et aujourd'hui d'ailleurs tu le vois, parce que aujourd'hui tu as eu le mouvement des gilets jaunes. Alors voilà, le gouvernement, il est en train de revenir en arrière d'ailleurs sur toutes les avancées annoncées par Emmanuel Macron. Mais il parle que des salariés, d'accord? Mais les fonctionnaires qui sont pas... Il faut quand même avoir droit aussi au fonds, pour parler simplement, au fonds euro. Les fonctionnaires au public, ça a été annoncé. Oui, alors, est-ce que ça va être tenu déjà? Mais dans un premier temps, on n'a parlé que des salariés. Donc, de ce fait, je veux dire, aujourd'hui, ça y est. Je veux dire, on est presque à un revenu égalitaire. Quand tu vois au plus que des fonctionnaires, il y en a de moins en moins. Toutes les administrations contractualisent de plus en plus. La Poste, c'est le cas. L'éducation nationale, c'est le cas. Très largement, oui. Mais aujourd'hui, avec les départs en retraite, si tu veux, systématiquement, c'est depuis longtemps. Évidemment que le mouvement, il est initié, ça ne date pas évidemment d'hier. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver, puisque les départs à la retraite se faisant,
les non-remplacements se faisant, on va arriver bientôt à un moment... Ça change de mentalité pour l'instant, parce que beaucoup de gens ne savent pas ça même. Ils le vivent, ils ne le savent pas, ils le vivent, François, la différence. Mais si, les gens le vivent aujourd'hui, les Quand ils ont un fonctionnaires. prof, ils ne savent pas s'il est un titulaire ou contractuel, par exemple. Les parents d'élèves, quand leur gamin a un prof, ils ne savent pas s'il est... Je crois qu'on va avoir le témoignage d'une prof, justement. Ils vont pas le voir, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que contractuel, on n'est pas formé à notre métier. Et que du coup, ce qui va se voir, c'est qu'on va avoir des profs qui vont être formés à leur métier, qui sont compétents, et d'autres profs qui malheureusement vont patouiller avec leur tambouille. Moi je sais, j'ai vécu les deux. J'ai été contractuelle et là je suis enseignante stagiaire. Et je vois clairement que ce que j'ai fait l'an dernier en tant que contractuelle, même avec toute ma bonne volonté, c'était absolument pas suffisant pour bien enseigner à mes élèves. Et je me dis qu'arrive à un moment, quand on est dans une logique où on préfère mettre un mauvais prof plutôt que pas de prof devant des enfants, ça va finir par être problématique, en espérant que, honnêtement, à un moment, ça se voit. Et après, les contractuels, ça se voit aussi parce que généralement, ils ne restent pas sur des postes. Moi, je les ai remarqués. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont rester 3 semaines, 1 mois, qui ont très souvent pas du tout connaissance du métier d'enseignant, qui s'imaginent que l'image erronée, qu'on fait du 8h30, 16h30, avec nos vacances toutes les 6 semaines et que c'est tranquille, je suis à 5 heures à la maison, je vais pouvoir m'occuper de mes enfants, sauf que c'est pas franchement le cas. Et qu'ensuite, c'est du coup des gens qui restent pas, et là les parents vont se rendre compte, parce que quand il y a eu, moi je l'ai vécu sur mon école l'an dernier, c'est-à-dire que quand il y a 3 ou 4 instituts qui se succèdent dans l'année, qu'on arrive surtout suivant sur les classes, que ce soit du CP ou du CM2, des classes un peu plus charnières où là les parents ont un peu plus de pression, je peux vous assurer que derrière ils sont pas contents et il faut remonter à la direction. Donc faut espérer que ça fasse un peu bouger les lignes. Ce qu'il faut rappeler, c'est peut-être le cadre de ce qu'est la fonction de fonctionnaire, le statut de la fonction publique, parce que c'est extrêmement important en fait, et ça répond en partie à la problématique que vous soulignez, c'est que le statut de la fonction publique, ça là aussi c'est un bien commun, c'est précieux pour tous les Français, pour tous les citoyens et citoyennes, parce que c'est une garantie d'indépendance, de responsabilité et de neutralité des services publics en général, et donc c'est bon pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes de ce pays. C'est pas un cadre qui contraint, au contraire c'est un cadre qui libère tout le monde et qui permet à tout le monde d'avoir accès à l'ensemble des services qui font notre vie quotidienne. Et donc aujourd'hui c'est ça que veut remettre en cause ce gouvernement, comme malheureusement les précédents, mais celui-ci beaucoup plus fortement. Et j'avais en tête d'autres candidats comme François Fillon qui était plus dans la surenchère encore, mais qui avait le même projet, ce qui est de mettre en cause cette fonction publique, puisque c'est pour eux la grande bataille à mener à venir, c'est après avoir démoli les services publics, c'est démolir ceux qui font les services publics. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience qu'il faut défendre ce statut de la fonction publique. C'est la garantie aussi de pouvoir de continuer à avoir des services publics efficaces, pérennes, stables, parce que avoir des gens qui sont dans la fonction publique, déjà il faut faire tomber quelques mythes, il y a des problèmes sur la rémunération. Le point d'indice est joli de très nombreuses années. Plus de 10 ans. Depuis 10 ans, le pouvoir d'achat perdu par les agents de la fonction publique est considérable. Nulle part ailleurs on accepterait ça. Mais comme souvent, les gens qui sont dans la fonction publique sont des gens plutôt dévoués, qui ont un haut sens de la responsabilité, contrairement à l'image qui est véhiculée, c'est des gens qui sont engagés pour le bien commun, qui savent pourquoi ils sont dans le service public. Et donc, c'est des gens qui peuvent accepter des choses qu'on n'accepterait pas quand on est dans le privé. Il y avait quelque chose aussi très simple, c'est d'accepter, parce qu'il y avait un contrat, vous êtes moins bien payé, mais vous avez la garantie d'emploi, etc. Bon, éventuellement, on vous envoie à Maubeuge, alors que vous êtes né à Nice ou à Toulouse, mais vous acceptez d'être à 900 km de chez vous, mais vous avez des avantages derrière. L'ennui, c'est qu'après, je me permets quand même, c'est pas uniquement on est moins bien payé, etc. Dans le statut de la fonction publique, alors je suis hors caméra mais je suis près du micro, dans le statut de la fonction publique, ce qui permet aussi d'assurer la continuité du service, ce qui permet aussi d'assurer la probité des agents et leur neutralité, c'est que ce sont les seuls salariés du pays qui ont des obligations, y compris de comportement,
en dehors de leur temps de travail. Je vais pousser la caricature, mais parce que ça parlera. Un fonctionnaire qui est surpris hors de son temps de travail, en état d'ébriété sur la voie publique, sera plus sanctionné que n'importe quel citoyen hors son temps de travail sur la voie publique. Non seulement il risquera une peine plus grave, on va dire judiciairement, mais en plus, il sera sanctionné professionnellement. N'importe quel salarié privé qui est pris en état d'ébriété sur la voie publique, il ne sera pas autant sanctionné qu'un fonctionnaire dans le même cas, et il ne risquera pas d'être sanctionné dans le cadre de son travail. Et je parle de hors de son temps de travail. Ça dépend. C'est une caricature, mais il y a plein d'exemples comme ça dans le statut de la fonction publique. Oui, mais de toute façon, effectivement, il y a un cadre avec des côtés, des astreintes et des avantages, on va dire, par rapport au privé, on est bien d'accord. Je voulais juste dire ça par rapport au public territorial. Par exemple, il y a 40% des agents de la fonction publique territoriale qui travaillent le samedi et 30% qui travaillent le dimanche. Est-ce que les Français le savent ça? En fait, c'est aussi des suggestions. Quand on prend le train, par exemple, le dimanche, ou quand on va à la poste le samedi, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui travaillent. On est bien d'accord. J'essaie, mais enfin dans le temps. On va dire dans le temps. Quand les enseignants autorisent le dimanche ou le lundi. Non, mais Mais je pense qu'on voilà. moi, je demande que ça, qu'il y ait davantage de services publics, qu'on remette les services publics, bien évidemment. L'intérêt aussi, c'était qu'il y en avait justement partout. Le jour où il n'y aura que des écoles privées, par exemple, elles ne pourront pas forcément s'installer dans un petit village perdu où les gens n'ont pas les moyens de payer, etc. Elles vont s'installer comme la fac Vinci, dans les beaux quartiers, etc. Bon, on le sait bien. C'est ça aussi la garantie que partout on retrouve en principe la même qualité d'enseignants, la même qualité de service. On est bien d'accord. L'égalité territoriale. C'est pareil tout à l'heure avec les transports. C'est vraiment. Voilà. Non, mais bien sûr. Non, j'ai pas du tout envie de. Mais ce que je regrette, c'est qu'effectivement, et là, quand on dit le gouvernement n'a plus les moyens, il faut diminuer les dépenses de l'État, les gens entendent très vite. Bien sûr, déjà, si on payait moins de fonctionnaires, ça irait beaucoup mieux. Bien sûr. Les gens sont très attachés au service public. C'est paradoxal. Oui, aussi, dans les moyens d'être dans le privé, d'aller à la clinique, de se faire taper l'hôpital de contrôle de 5 heures du mat, pour eux, la question est toute faite, ça ne sert à rien. Sauf que le service de santé, sur le service de santé, ils payent des impôts et c'est ça. Voilà, c'est ça leur relation. sur le service de santé, je pense que ça reste quand même justement, peut-être pas pour très longtemps, mais un service dont les patients sont toujours persuadés de la qualité du service rendu. Et la meilleure preuve, c'est que bien souvent, mais moi je l'ai vu ça, en clinique, on va te bousiller un patient qui après, une fois qu'il a été bien massacré dans une clinique privée, est renvoyé dans le secteur public en hôpital, et ça c'est reconnu, parce que là, il y a encore, pour longtemps, un service de qualité, comme le disait Sébastien, parce que aussi, c'est vrai qu'il y a des personnes, là encore, qui sont extrêmement dévouées. Quoi. Mais il y a des tas de services. Mais je veux dire, je pense franchement qu'aujourd'hui, le discours qui a consisté par les politiques de tenter de dresser, c'est Sarkozy en particulier qui a mené ce débat-là, les fonctionnaires, enfin plutôt les salariés contre les fonctionnaires, il atteint aujourd'hui ses limites. Parce que les gens qui sont confrontés aux difficultés, et je le vois aussi dans le service public de la justice, moi je vois comment les magistrats ils bossent. On en connaît un d'ailleurs qui en fait les frais. Les greffiers. Alors bien sûr, c'est comme dans toute société. Tu rentres dans une société privée, tu rentres dans un bureau où il y a 3 personnes, oui, il y en aura peut-être un qui est souvent en arrêt maladie, qui vient pas, qui traîne le flanc, qui passe son temps dehors à cloper, mais là-dessus, tu en as 2 ou 3 autres qui sont là et qui font le boulot à fond et qui font tourner la machine. Et aujourd'hui, les services publics, ils les font tourner, ces agents, dans des conditions qui sont dramatiques. Moi, je vois au niveau de la justice, il y a des moments
Alors, ils se partagent, tu as 6 cabinets de juges aux affaires familiales qui vont se partager la même imprimante. Bon, tu fais comment? Alors que tu es dans des endroits géographiques qui sont différents. Et tout est comme ça. Il y a des moments, ils n'ont plus d'encre à mettre dans la photocopieuse. Ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas les agendas de l'année suivante. En fait, c'est des trucs carrés. C'est la même chose dans les commissariats où les commissariats demandent aux mairies s'ils peuvent leur prêter du tonnerre et des ramettes de papier. On en est là. On ne parle pas de l'état des locaux de certains commissariats. Le commissariat de Sarcelles, moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Dans le Val d'Oise, et j'ai interpellé même Pupponi là-dessus, dans le Val d'Oise, à peu près tous les commissariats, il faut le dire, ont été refaits, rénovés, refaits, construits, celui de Gonesse, celui d'Hermont, et il reste deux foyers irréductibles. Il y a celui de Deuil-la-Barre, mais bon, il n'y a pas de garde à vue dans celui-là, et celui de Sarcelles. Alors, ils ont passé un coup de peinture dernièrement, mais sinon, c'est un taudis. Et je ne parle pas seulement des locaux dans lesquels sont détenus les gardés à vue. Où tu as les chiottes à la turque, où tu as les graffitis, les immondices sur les murs, etc. Mais les bureaux dans lesquels les agents travaillent, avec quel matériel, avec quel logiciel ils fonctionnent, alors qu'on leur demande justement une production en matière de procès-verbaux qui est assez chronophage. C'est voilà, c'est des conditions. Et ça, je crois que de plus en plus, les gens, ils sont... Comment? Et elle m'avait été extrêmement choquée par quoi? On lui a volé son ordinateur à Sarcelles après avoir fait une animation, une conférence. Et donc vous étiez parti au commissariat? Oui, on est parti au commissariat. Et t'as vu? On a vu qu'on est reparti d'ailleurs, je crois bien que c'était incroyable. Mais par contre, tu vois, c'est dans ces endroits-là, en même temps, tu croises toute la misère du monde. Et ces fonctionnaires, ils sont confrontés à celle-ci. Et un jour, moi j'attendais dans la salle d'attente du commissariat de Sarcelles pour passer auprès d'un gardé à vue. Et ils avaient accueilli pour la nuit une personne qui n'avait pas de papier, qui était enceinte et qui n'avait pas d'endroit pour dormir. Et les pompiers ne pouvaient pas intervenir parce qu'ils n'avaient pas le temps. Et donc ils l'ont gardée dans les locaux du commissariat, donc ce fameux commissariat de Sarcelles, pour au moins qu'elle passe la nuit. C'est pas leur mission, mais ils ne pouvaient pas mettre dehors cette femme-là. Et je me disais, bon, ces types, d'ailleurs, leur syndicat appelle là demain et après-demain à la grève, ces types-là qu'on accuse et c'est ça, il y a des fois aussi de plus en plus dans la police, qu'on accuse de tous les maux, quoi, et ben confrontés eux-mêmes à toutes ces difficultés dans des villes comme celle-là, et ben voilà, ils sont aussi capables d'humanité et de dépasser bien largement le service qu'ils sont censés rendre. Je voudrais revenir sur ce qu'on a parlé des hôpitaux. On a effectivement des hôpitaux qui cherchent. Il semblerait que, je parle aussi peut-être des choses qu'il faudrait faire avancer, il semblerait qu'on oriente un petit peu vers des hôpitaux qui seraient moins pointus, moins des services très très pointus, mais qui reprendraient des fonctions un peu de gestion. Ça a été la politique complètement abandonnée, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait des hôpitaux extrêmement bien équipés, extrêmement compétents, avec... Parce que ça permettait de lancer sur la mutualisation. Voilà. C'est comme ça, en disant, non, on peut pas... mais maintenant, ça ne marche pas parce qu'ils se retrouvent avec un afflux de gens qui ne relèvent pas de ces techniques très pointues. Et il n'y a plus l'intermédiaire, il y a plus ça. Et j'ai entendu les cousins qui avaient l'air de dire qu'on réfléchissait à ça. Il serait temps, ça peut revenir en arrière. Est-ce qu'ils vont revenir en arrière? Est-ce qu'on peut faire avancer des choses, reprendre des locaux qui ont été abandonnés, parce qu'il y en a qui restent, ils sont encore là, qui n'ont pas été démolis. Je pense à Montmorency, on parle du public, qui ont été toujours en partie intacts, délabrés peut-être à l'intérieur maintenant, mais enfin, on a quand même des structures d'hôpital
Il y a dans d'autres endroits, ça doit être le cas. Je ne sais pas ce qui se passe avec le vieil hôpital de Gonesse, mais si j'ai bien compris, il y en a un. Il a été rénové, hein. Ah oui, non, il est. Ah, on l'a rénové, je croyais qu'on avait construit un nouveau. On avait laissé. Ah non, nouveau, oui, un nouveau. Mais le croyais que tu disais vieux. Ah oui, dans les locaux anciens, je ne sais pas s'il Pourquoi reste pas des services. un service public de proximité pour des choses qui ne sont pas dramatiques. Je ne sais pas, moi, notamment accueillir des urgences. Après, on peut toujours faire le tri et envoyer très vite les gens. Surtout qu'il y a une politique en plus aujourd'hui, justement, avec l'Agence régionale de santé, qui est de se rapprocher des déserts médicaux pour inciter les collectivités territoriales à avoir des politiques d'appui pour ouvrir des cabinets généralistes. Donc voilà, est-ce que c'est bien cohérent d'envoyer un petit peu partout des ouvertures? Alors on voit d'ailleurs comment ça se fait dans certaines villes, à l'approche des élections, allez on se dépêche d'aller chercher la subvention de l'ARS, donc l'argent de l'État, pour ouvrir un cabinet médical qui dans 2 ans aura foiré pour des tas d'autres raisons. Est-ce qu'il ne serait pas effectivement plus intéressant de réinvestir, comme tu disais Françoise, voilà, les hôpitaux de proximité qu'on a désinvestis il y a quelques années? C'est pas la logique qui est à l'œuvre à Beaumont-sur-Oise par exemple, là, pas du tout. Parce que là pour le coup, on dépaisse l'hôpital de proximité par excellence. Beaumont c'est pas un méga hôpital, c'est un vrai hôpital de proximité. Alors, il s'agit de supprimer les urgences pédiatriques, par exemple, les services de pédiatrie. Je parle vraiment là de services absolument essentiels pour une population au quotidien. Je ne parle pas de services ultra pointus, justement. Et donc la logique, c'est juste de dire, on va concentrer l'offre sur un pôle hospitalier qui est déjà en fonds propres, sur Pontoise en l'occurrence. Nous, on fait partie d'un bassin où il y a Saint-Martin-du-Tertre, de l'autre côté, qui n'est pas dans l'Île-de-France, mais peu importe, qui est sur la même zone territoire, qui lui, à qui on a dit à les villes locales que rien ne fermerait, qui serait préservé, maintenant ils annoncent la fermeture. Donc ce qu'on voit, nous, c'est plutôt un rétrécissement de plus en plus accéléré, de plus en plus insupportable, catastrophique pour les populations, de l'offre de soins à travers l'hôpital de proximité. On ferme les uns après les autres au nom d'une mutualisation technocratique. Donc on ne voit pas le réel intérêt, si ce n'est une pure coupe comptable. Et la comptabilité et la santé, c'est pas forcément toujours les mêmes logiques qui sont à l'œuvre. Mais alors peut-être que tu pourrais conclure. À moins qu'il y ait d'autres sujets. Voilà, je pense que c'est intéressant effectivement d'échanger entre nous, d'échanger avec des acteurs de terrain sur les actions qu'on peut mener localement pour se donner un petit peu le jus. Moi, je suis assez confiante dans ce qui se passe aujourd'hui, dans les volontés des uns et des autres de faire bouger les lignes, d'essayer d'améliorer notre qualité de vie. Il y a aujourd'hui des expressions qui se font jour et qui sont porteuses d'espoir. Moi, j'étais vraiment marquée par ce que tu nous as dit au début de ton intervention, qui est de dire, voilà, j'ai fait un choix de vie qui correspond à l'ère du temps, à la ville. On est beaucoup, on en a avoir un peu marre. On a envie d'aller s'expatrier un petit peu, de ne pas vivre tous les uns sur les autres, pour des raisons diverses. Toi, parce que tu es jeune, tu as ta vie de couple, avec enfants, etc. Mais pour d'autres, ça peut être une envie de retrouver de la fraîcheur, de retrouver une autre relation avec l'autre, avec l'environnement. Et puis on se rend compte effectivement que la société qu'on nous construit aujourd'hui, assez curieusement, et bien finalement, ce qu'elle nous avait laissé voir comme une possibilité, comme un rêve, elle voudrait nous l'interdire ou nous en exclure quand on a fait ce pas-là, et notamment en attaquant nos services publics. C'est bien ce qu'on a développé un petit peu ce soir. Donc, je crois que c'est des causes. Il va y avoir bientôt les élections européennes. J'espère que on va là-dessus aussi porter un discours. Il va y avoir un discours fort de portée. J'espère surtout que ces idées qui sont aujourd'hui plutôt portées quand même par la gauche,
elles vont trouver à un moment donné, après qu'on ait bien discuté tous ensemble les uns et les autres, ça va prendre un peu de temps, mais elles vont trouver voilà, un moyen de se rassembler au travers de ces causes qui nous sont communes, parce que là l'heure est grave, hein, j'ai envie de dire. Et qu'on n'oublie pas les cahiers de doléances dans les mairies. Je pense que là-dessus, il faut qu'on ait peut-être au niveau des causes communes des idées un petit peu à défendre et qu'on retrouve tous les uns et les autres dans chacune de nos mairies, quoi. Si Du bassin, on trouverait toutes les options possibles. Oui, On sait et très bien que le bassin, quand il va être à définir de côté de votre village, il va être très large, le bassin. Et là, les problématiques du transport. Mais là, c'est encore Et vous savez ce qu'on a entendu ce matin à la radio sur France Inter? Et bien, on va faire des cours par Internet. Ah ouais, mais ça, Bien sûr. Eh bien, bien sûr. Et pourquoi pas? Sauf que les cours par internet, ça renforce les inégalités sociales. Mais non, mais enfin, c'est pas à nous qui allons expliquer ça. Même sans la réforme du lycée, ne serait-ce que Parcoursup, suivant l'endroit où on habite, les offres de formation ne sont pas les mêmes. Les lycées, ce qui va être considéré comme les BTS ou les facs de secteur vont pas être les mêmes d'un bassin ou un autre. Et moi, pour en avoir discuté avec plusieurs amis profs, c'est-à-dire que notamment nous, le nord du département, personne de Beaumont, aller à Cergy ou aller à Paris, c'est très compliqué. Quand on sait qu'il y a 20 places en BTS au lycée d'à côté, qu'on se retrouve à devoir faire, on ne sait pas un nombre incalculable de kilomètres, et donc du coup ça se retrouve avec des jeunes qui ont malheureusement une offre de formation qui va être moindre, parce que pas les moyens ensuite d'aller s'installer à Paris pour suivre ses études.